Bonjour, je suis Richel et aujourd'hui je suis là pour partager avec vous la lecture du quatrième épisode du roman La terrasse de Bernardini, écrit par l'écrivain français Suzanne Prou. Voilà. Au temps de l'adolescence de Laure, la grande maison appartenait à la plus riche famille du pays. Une veuve l'habitait seule avec son fils unique. La veuve était sévère, corpulente, vêtue de noir. C'est ce qu'on dit, une maîtresse femme, menant la vie dure à ses servantes. Son fils se nommait Paul. Aussi voluptueux que sa mère, était austère et se complaisait dans une existence molle, se levait tard, s'occupait négligemment de métayers qui exploitaient ses terres et qui l'eussent ruiné si Madame Mère n'y avait mis bon ordre. Avec quelques compagnons de plaisir, il allait à la chasse et fréquentait les filles. Madame Mère était partagée entre l'irritation que lui causait la conduite de son fils et son admiration pour cet enfant unique dont les raffinements vestimentaires et la séduction la ravissaient. De Paul, on se souvient mal. Une photo le montre dans l'album de famille, grand, mince et brun, le sourcil noir et le câlin négligemment appuyé d'une main sur un guéridon voilé d'une dentelle. Le guéridon est encore dans le salon de la vieille demeure. Ovale, il lui de tout son acajou satiné sous la lumière qui tombe de la haute fenêtre. Il supporte en général une plante verte, un aspidistra ou palmier des concierges, sorte de végétal qui a souvent sa place dans les magasins d'alimentation et qui rappelle peut-être à Madame Laure confusément le temps de sa jeunesse. La main qui s'appuyait sur le guéridon a pleuré depuis longtemps sous la terre. De Paul Bernardini, il ne reste que la photo d'un bellâtre gandé et peut-être un regret dans le cœur de sa veuve. Elle ne parle jamais de lui, mais Madame Thérèse en parle. Elle prononce son nom à propos d'une fleur qu'il aurait aimée, d'une saison qu'il aurait trouvée douce et bonne pour la chasse, ou d'un mets qui lui aurait plu. Tournée vers Madame Laure, qui l'observe les yeux mi-clos, elle dit toujours « Votre pauvre mari » ou « Votre chef de faim ». Ensuite, dans le silence apparemment gêné qui suit ces paroles, elle pousse un long soupir, le satin de son cœur sage crisse. Madame Thérèse paraît une faute de goût dans la vie de Madame Laure qui est toute compassion et dignité. Madame Thérèse a une allure de tenancière de mauvais lieu. Sous sa perruque posée de travers, roussâtre, elle montre de petits yeux rieurs, étroites demi-lunes enfoncées dans la chair blanchâtre, soulignées des ponches surmontées de sourcils teints. Son nez est mou, sa voix canaille, son menton pique. Elle semble déplacée dans la maison de Bernardini. À peine devrait-on la tolérer à la cuisine. Mais elle occupe une belle chambre sur le devant. Elle n'assure aucun travail, si ce n'est sa fonction de dame de compagnie. Elle se laisse servir par les domestiques avec condescendance. À propos de Madame Thérèse, les gens murmurent qu'elle a bien su mener son jeu, qu'elle a bien dirigé sa barque. À quel jeu a-t-elle joué? De quel port a-t-elle parti, la petite vieille qui dort l'ordre sa chair grasse, au creux de ce phare respectable, dans le désordre, laisse voir sur son visage un air de cruauté quand on lui résiste? On ne sait pas, on ne sait plus. Les regards se font évasifs, les bras se lèvent. C'est si loin que pourrait-on gagner à déreter les vieux secrets? Le jour passe et renaît. Les vieilles, comme des automates à la mécanique lassée, se couchent et se lèvent, trottent menues, esquissent des gestes lents, chevrotent de petites phrases qui sont toujours les mêmes ou peu s'en faut. Chaque heure qui passe les rapproche du terme de leur vie. Leur petite comédie monotone paraîtrait désuète, attendrissante et dérisoire à leur minuscule saute d'humeur si on le devinait, sous-tendant leurs actes, nourrissant leurs pensées, un passé plein d'orage.
Peut-on, sur ces passés qu'on croit avoir frémis par transparence, comme la fleur sous-marine aperçue à travers des épaisseurs de blocs, s'épancher jusqu'à reconnaître des formes et surprendre des mouvements? Les couches de temps, de silence et d'oubli composent un glacis presque impénétrable. On est réduit à deviner, à réinventer, à comprendre. Merci, et voilà le 4e épisode du roman La terrasse de Bernardini de Suzanne Prou. Merci beaucoup.